Voilà, président Mouchi Bonane, vous avez évolué, on peut dire que d'un pas. Peut-on dire qu'aujourd'hui, avec l'accord pris avec l'opposition, les choses vont de mieux en mieux? De mieux en mieux, vous l'avez précisé, mais on ne peut pas vendre la peau du loup avant de l'avoir abattu. Signons d'abord l'accord définitif, parce que tout est encore possible. Vous savez, quand on négocie en politique, ce que vous n'avez pas à main, il ne faut jamais s'enclamer fort ou faible. Hein. Et donc, nous avançons, ce qui est plus important à savoir, c'est que nous avançons vers la fin des travaux. Maintenant que vous avez trouvé un accord avec l'opposition, quels sont les enjeux qui restent? On a trouvé un accord sur la gestion du calendrier électoral qui va nous être présenté par la CENI. Mais je ne pense pas qu'on se soit déjà mis d'accord sur le déploiement de la mise en œuvre de ce calendrier. Ça devrait être connu dans l'accord. Cet accord n'est pas encore négocié, donc nous sommes qu'à mi-chemin. Vous parlez de la mise en œuvre du calendrier. Le calendrier, c'est la CENI qui devrait le faire et ce n'est pas encore à votre disposition. Peut-on s'attendre à ce que le dialogue... Disons que, et ça c'est à titre individuel, on est pressé de clôturer les travaux, mais normalement on devrait attendre avoir en main ce calendrier définitif et global, la CENI entendue, en plénière, et que tous nous puissions nous y engager en apposant les signatures, nous donner des garanties de part et d'autre de sa mise en œuvre et son opposabilité. Mais j'ai l'impression que nous allons devoir partir avec un accord qui promet un calendrier que nous n'aurons pas en main. Donc je reste sur ma soif, moi. Une toute dernière question. Vous avez voulu ce dialogue global, plutôt inclusif, national et inclusif. Et il est inclusif et global d'ailleurs. Une frange de l'opposition estime qu'après ce dialogue, il devrait... C'est ça la démocratie. La frange qui reste dehors n'a qu'à faire un travail citoyen. Une bonne opposition, c'est-à-dire critiquer ce qui se fait de l'intérieur, éclairer le peuple non pas en l'invitant à des troubles, mais plutôt en l'invitant à bien comprendre ce qui s'est passé et ajuster sa réclamation de la manière la plus démocratique. Et donc l'opposition est là, sans reste, la société civile est là, sans reste, le pouvoir est totalement là, et le dialogue sur cet aspect-là, c'est clair, il est totalement inclusif. Je l'ai déjà dit et je n'y reviendrai pas. En politique, l'unanimité est une utopie. Il ne faut pas attendre que tout le monde soit ici. Peut-être que le rassemblement serait venu, nous ne serions pas venus. Ce qu'ils allaient décider allait nous concerner. Ils ne sont pas venus, nous sommes là. Ce que nous allons décider va les concerner. C'est pour la gestion de la République. On peut pas s'attendre à un énième dialogue après celui-ci? Le Congo n'est pas sous cette malédiction de dialogue en dialogue, d'accord en accord, ainsi de suite. On doit y mettre fin. C'est pour cela que nous devons prendre toutes les précautions pour que l'accord qui va sortir de là ne laisse pas d'ici ouvrant à un autre possible dialogue aux jours à venir. Il faut que nous puissions mettre fin à cette hémorragie, une bonne fois pour toutes, remettre le processus démocratique sur le rail, nous donner des institutions qui soient ici des urnes, les plus démocratiquement qui soient, et que le pays avance et devienne un exemple au cœur de l'Afrique, et pourquoi un espace de référence pour le monde entier. Merci. C'est moi qui vous remercie. Un enjeu majeur pour la diaspora demeure la nationalité. Nous réclamons l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. C'est différent de la notion de double nationalité. Quand on parle de double nationalité, c'est-à-dire qu'un Américain peut venir aujourd'hui et solliciter la nationalité congolaise et l'avoir légalement. Mais nous qui sommes nés congolais, il y a même, si vous prenez le fameux article 10, dans son 3e paragraphe, il dit que est congolais toute personne appartenant à une ethnie ou un groupement sur le territoire congolais avant 1960. Il y a beaucoup de Congolais qui sont des souches, qui sont des ethnies, qui sont des territoires du Congo avant 1960. Mais du fait qu'ils sont allés à l'extérieur et qu'ils ont adopté d'autres nationalités pour l'une ou l'autre raison, et comme la nationalité congolaise est exclusive, ils ont perdu cette nationalité. Pourtant, ces gens participent à la paix sociale dans ces pays.
pourtant ces gens se reconnaissent dans ces pays. Si vous prenez par exemple les cas en France il y a ce qu'on appelle BBR, bleu, blanc, rouge. Ce sont des Français de souche. Où est-ce qu'on va les mettre? On va les chercher, puisqu'ils ont pris notre nationalité, on va les envoyer ailleurs, de même au Congo. Il y a très longtemps, avant que je ne quitte le Congo, il y a ma grand-mère qui nous racontait une histoire. Elle disait, si vous allez à la cueillette, si vous allez à la pêche ou bien à la chasse, vous pouvez revenir à la maison les mains vides, n'est-ce pas? Vous pouvez revenir à la maison les mains vides, tout comme vous pouvez revenir avec quelque chose. Mais vous revenez quand même à la maison. Vous comprenez? Et si je prends cette analogie, c'est pour parler du cas des Congolais de l'extérieur. Beaucoup d'entre nous sont partis sans le vouloir. Et quand ils arrivent là-bas, pour des nécessités de vie courante, ils adoptent la nationalité de ces pays. Mais leurs racines demeurent au Congo. Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain que ces citoyens-là ne sont plus congolais. Voilà l'un de nos grands combats. Nous voulons la reconnaissance. Vous pensez que ce dialogue pourra résoudre ce problème? Nous pensons que nous sommes en train d'entrouvrir progressivement cette porte-là pour l'irrévocabilité de la nationalité. Pourquoi? Puisque par exemple ici, nous avons la présence d'éminentes personnalités qui peuvent justement modifier cet état des choses. Nous avons la présence des sénateurs, nous avons la présence des députés nationaux, nous avons même le président de la Chambre basse et le président de la Chambre haute qui sont sensibles à cette question-là. C'est une grande perte pour le Congo. Vous savez déjà, le Congo le fait aussi, c'est une question de justice. Aujourd'hui, en football, on parle des binationaux. Ça veut dire quoi? Binationaux. Ils viennent, ils jouent sous le drapeau du Congo, mais ils ont une autre nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Congo qui perd la pépinière qui se trouve dans la diaspora et dans laquelle le Congo peut puiser. Le Congo est en train de s'épuiser des ressources intellectuelles, des ressources qui peuvent servir au développement de ces pays. Une toute dernière question, est-ce que vous pensez que ce dialogue va tout résoudre? Est-ce qu'il ne faudrait pas un autre dialogue? Ces dialogues, vous savez, on ne cesse de le dire, le Congo, c'est un pays qui a toujours évolué avec des dialogues. Vous vous souvenez déjà, le premier dialogue, c'était en 1958, la fameuse table ronde de Bruxelles. Chaque époque, s'il y a un problème qui se pose, les Congolais se retrouvent pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et je pense que le présent dialogue n'échappe pas à cette règle. C'est une manière que les Congolais ont, en tant qu'Africains, en tant que gens qui sont appelés à se retrouver sous l'arbre par l'arbre, pour résoudre les problèmes qui se posent dans la communauté. Je pense que c'est un cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres négociations, qu'il y ait d'autres rencontres de cette nature, puisque c'est dans nos sources, nous voulons toujours travailler dans un compromis sans imposer son point de vue à l'autre. Alors on est obligé de parler, on est obligé de faire des compromis pour le bien de tout le monde.